industrie du futur, c'est le terme choisi en France. L'industrie 4.0, c'est le thème plutôt de l'Allemagne. Bon, voilà, mais aujourd'hui, on fait un peu le mélange entre le futur et le 4.0. Mais le 4.0, c'est pour dire effectivement que c'est la quatrième révolution industrielle. Et ce qui m'a plu, moi, de mettre, c'est que euh, on voit que les révolutions, elles tendent. Vous voyez, c'est tout bête ça. J'avais pas fait avant ça. Mais la première a duré un siècle, la deuxième 70 ans, la 40 ans, et aujourd'hui on est là. Donc on sent quand même que ça s'accélère aussi côté des révolutions industrielles. Et quelle sera la prochaine? Moi, je parierais sur l'énergie, mais bon, voilà, je pense qu'on saura vite. Hein, si on divise presque par deux à chaque fois, les révolutions vont s'enchaîner. En tout cas, voilà, 4.0, on va effectivement vers des systèmes de plus en plus automatisés, informatisés, où la vitesse des flux, et on le sent bien autour de nous, s'accélère, à la fois flux physique et flux d'information. Voilà. On va, c'est pour ça qu'on appelle les cybersystèmes, vers de plus en plus d'interconnexion entre les machines et les systèmes au sein d'un même site ou entre sites. De plus en plus, pourrait parler d'intelligence déportée, décentralisée, embarquée dans les équipements. Voilà, tout ça parce que là la technologie nous apporte des solutions, hein, tout ce qui est capteur, tout ce qui est traitement de l'information, et aussi un développement de la communication entre collaborateurs. Moi, j'y tiens ça aussi, plus pour aborder l'aspect de l'intelligence collective. Voilà. Alors, on dit industrie du futur, mais là, on est quelque part aussi sur l'entreprise du futur au sens large, qu'elle soit industrielle ou pas, elles sont plus ou moins soumises à ces mêmes évolutions. Alors, les tendances. Je pense que ça choquera personne de dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on a des problèmes de réchauffement climatique. Voilà, et c'est pas nouveau. On a des problèmes de rareté sur des ressources naturelles, notamment. Donc, ça nous conduit à réduire les gaspillages, voire en faire le moins possible. On voit que la population s'agrandit aussi et que c'est pas bien forcément réparti au niveau de la Terre. On sent qu'il y a un besoin de maîtrise des énergies, hein, au sens large aussi. Et peut-être un peu plus récemment, le manque d'eau, notamment l'eau potable. Tout ça génère des enjeux mondiaux assez importants dont on maîtrise, je pense, pas forcément tous les tenants et aboutissants. Et c'est pas fini. Au niveau des entreprises, ben, on sent aussi que la compétitivité se joue maintenant souvent aussi au niveau mondial. Donc, quelque part, surtout pour les Européens et nous Français, une obligation d'innover pour rester compétitif et se démarquer. Et donc voilà, on sait qu'on est dans un environnement de plus en plus incertain, variable, beaucoup de variables. Hein, voilà. J'ai rajouté la variable sanitaire hein, qui n'était pas sur ce genre de présentation il y a 3 ans. Maintenant, on est obligé de rajouter aussi des problèmes sanitaires avec la Covid. Voilà, donc tout ça, c'est le monde dans lequel on est. Et donc, il faut en tenir compte. Alors, pour revenir à un site industriel, puisqu'on va parler de l'industrie du futur, j'ai schématisé, moi, un site industriel comme ça. Il y a des clients, forcément, qu'il faut livrer. Les clients nous envoient des besoins. Là, on a un flux d'informations que l'on va traiter. Tout ça pour animer quoi? Animer qui? Donc, bien sûr, il nous faut des ressources humaines avec lesquelles il y aura des indicateurs, des suivis, du management, de la communication, un plan de progrès. On verra ce que ça veut dire après, derrière. Il nous faut des ressources techniques, des machines, des équipements, des systèmes, avec là aussi des indicateurs, des suivis, une communication et un plan de progrès associé. Ça, il nous faut bien sûr des fournisseurs à qui on va demander de nous livrer des pièces, des composants, des sous-ensembles. Et pour faire fonctionner tout ça, il nous faut des énergies et des fluides. Voilà, c'est vraiment très schématisé, mais on retrouve un peu tout ça. Et la question, tout ça pour bien sûr transformer quelque chose pour sortir un produit fini qu'on va livrer à nos clients qui vont être satisfaits et qui vont donc nous payer. Donc la question fondamentale, c'est, voilà, on a un ensemble de ressources devant nous, comment les gérer de manière la plus efficiente possible. Donc on est dans l'industrie actuelle, hein, même celle du passé, on a toujours eu ça à gérer, mais on sent que la notion d'efficience apparaît de plus en plus importante. Alors, l'industrie du futur là-dedans, voilà la définition que j'aime bien et que je rappelle souvent. Voilà, c'est une ambition. Alors, technologique, mais pas que, et surtout pas que. Elle est aussi dans les organisations et dans les modes de management. Je pense que c'est un écueil peut-être aujourd'hui de mettre l'industrie 4.0 essentiellement à travers de la technologie ou du numérique. Oui, il y en aura de plus en plus, et il y en a déjà, mais aussi au niveau organisation et mode de management.
Et surtout avec les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui, ça devient compliqué aussi d'intéresser à l'industrie, à cette fameuse usine. Alors, c'est une ambition. Pourquoi faire? Alors, attendez, hop, voilà. Alors, le but, c'est quoi? C'est d'être capable de concevoir, de fabriquer et de livrer rapidement. Le terme rapidement, là aussi, on le verra tout à l'heure, prend de plus en plus d'importance. Des produits très diversifiés. Même nous, consommateurs, on aime bien avoir le choix. Et là, le marketing s'occupe bien de cette partie-là pour nous faire voilà, avoir des produits très diversifiés. Mais par contre, les usines et les industries, c'est plutôt en petite série, voire des productions à la commande. Mais bien sûr, on ne veut pas payer plus cher. Donc le vrai changement de paradigme, moi je le mets là. C'est comment faire des produits très diversifiés en petite série à des prix équivalents à ceux de la production de masse. Puisqu'à une époque, le paradigme, c'était les effets d'échelle, l'économie d'échelle. Plus on en fait, moins ça coûte cher. Là, l'industrie doit se changer cette vision en disant, ben non, il faut que ça coûte moins cher, mais en faisant moins. C'est compliqué. En tout cas, ce n'est pas dans l'ADN. Tout ça, bien sûr, pour prendre en compte ben, les ressources, hein, j'y reviens, l'énergie, les matières premières. Penser aux produits recyclables. Donc là, ça va conduire dans l'évolution des compétences à être capable de concevoir des nouvelles façons de générer, de créer un produit avec l'idée de pouvoir le démonter. C'est tout bête à dire, mais c'est pas évident. On pense plutôt à l'assemblage, mais on pense moins au démontage. La sécurité et l'ergonomie, ça c'est, je dirais déjà ancien, mais ça revient très fort, notamment avec le vieillissement des populations. Hein, voilà, il faut que l'ergonomie au poste s'améliore pour que les seniors puissent travailler. Voilà. Et puis, l'industrie du futur, c'est celle qui va être structurée pour développer de façon continuelle les compétences de ses salariés, pour qu'ils soient adaptables et employables. Voilà. Et bien sûr, la fameuse QVT, la qualité de vie au travail, qui, pour les générations aussi actuelles, est très importante. Il faut aussi la prendre en compte. Donc voilà, ambition technologique, organisationnelle et managériale. Alors, ambition, ça veut dire quoi technologique? Ça veut dire qu'effectivement, on va mettre la technologie au service de l'humain, voilà, pour lui faciliter le travail. En schématisant, c'est un peu ça, donner de l'autonomie aux opérationnels hein, par la technologie, mais pas la technologie pour la technologie. Donc une technologie créatrice de valeur, on va savoir la vendre, etc. Elle va participer à la création de valeur, mais il faut qu'elle soit disponible et fiable. Il faut qu'on puisse compter sur elle et qu'elle ne nous lâche pas, voilà. Et bien sûr qu'elle minimise les consommations de ressources dont elle a besoin. Ça, c'est la partie technologique. L'organisation, eh ben là, ça veut dire quoi? Ben, c'est plutôt une nouvelle façon de travailler ensemble, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Ça va conduire à, ben, plus on développe l'autonomie au plus près du terrain, moins on a besoin de niveau hiérarchique. Donc, on voit aujourd'hui s'aplatir les organigrammes des entreprises. Voilà, on verra ce que ça peut avoir aussi. Et puis, dans l'organisation, structurer la détection et la résolution des problèmes. Voilà. Ça, c'est hyper important, savoir détecter un problème et savoir collectivement le résoudre. Là, on est au niveau organisationnel. Et le côté managérial, eh ben, il faut que les managers de tout niveau, hein, voilà, de l'encadrement intermédiaire jusqu'au top management, ils vont être là pour développer les compétences. Ce sont des développeurs de compétences de plus en plus et de moins en moins la mesure, le contrôle, la sanction. Voilà, donc la recherche des coupables lorsqu'il y a un problème, c'est pas ça du tout. Et donc voilà, donc ça va être ça, les gros enjeux des managers de demain, c'est être capable de développer la compétence et l'autonomie de ses collaborateurs. Et du coup, le management, il y a des bons articles actuellement là qui sortent sur le management, c'est une compétence, c'est pas une fonction. Donc voilà, ça s'apprend, c'est une compétence qu'on doit développer. Et c'est quelque chose que peut-être on n'a pas forcément. Il y a des pays qui sont plus développés que ça. Les États-Unis sont plus sur ce côté-là. Nous, on le voit encore peut-être pas comme une fonction. Et on fait monter les gens parce que voilà, on leur donne une fonction de management, mais ils n'ont peut-être pas la compétence pour le faire. Donc voilà, ambition techno, l'organisation et le management. Et tout ça, bien sûr, est intimement lié. Alors, les tendances, c'est ça qui va être important, hein, même si le train est déjà parti depuis quelques années, mais les tendances, c'est quoi? L'industrie du futur, voilà, orienté client.
Mais ça veut dire quoi? Être capable de s'adapter, voilà, pour survivre, hein, comme tout organisme vivant. Donc, être capable de reconfigurer sa chaîne de valeur, voire même de réinventer son business model. On voit des cas aujourd'hui d'entreprises qui changent complètement. Je prends un exemple qui est assez parlant. Michelin, pour les camions, ne vend plus des pneus, il vend des kilomètres de roulage. Donc, c'est complètement différent. Il vend une fonction et il ne vend plus un produit ni une solution. Donc, voilà ce qu'on pourrait appeler de réinventer son business model. Centré sur l'humain, voilà. Donc, une entreprise sécurisante où le travail va être rendu plus facile, notamment par la technologie, et dans lesquelles on va pouvoir développer les compétences de ses collaborateurs. Agile, bah forcément, dans un monde incertain où il y a des grosses variabilités, cette notion d'agilité est stratégique, voilà, capable d'anticiper, de structurer et de s'adapter. Connecté, bien sûr, voilà. C'est là où il y aura voilà, de plus en plus de capteurs, d'intelligence déportée. Donc la technologie, là, va nous apporter des choses sur la captation des informations et leur traitement. Bon, frugal, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, c'est clair et on l'a bien senti dans beaucoup d'entreprises. Le coût de l'énergie, des fois, ben, pose de gros soucis, voire on arrête des, des- des périodes entières parce que ça consomme trop. Voilà, donc maîtriser, réduire la consommation de toutes nos ressources au sens large, hein, pas que l'énergie. Et puis, je l'ai mis au centre parce que bon, c'est pour moi un peu mon cœur de métier aussi. Bah, collaborative. Voilà, comment mieux travailler ensemble. Donc, c'est peut-être inventer des nouvelles façons de travailler ensemble au sein d'une même entreprise ou entre des clients et des fournisseurs. Donc, voilà les principales thématiques que l'on voit surgir et les axes de travail de cette industrie du futur. Alors, tout à l'heure, je parlais des flux qui s'accélèrent. Là, je vous ai fait un petit schéma. J'ai schématisé quelque part une entreprise industrielle avec en bas, effectivement, voilà, des ateliers, des équipes qui travaillent sur un produit. Voilà, on voit le flux physique qui se transforme et qui va vers le client. Eh ben, on sent bien que plus ce flux-là, cette flèche verte s'accélère, plus il faut rendre les équipes autonomes. Autonomes, ça veut dire elles sont capables d'assurer le quotidien, capables de réagir lorsqu'il y a un problème. C'est ça cette notion d'autonomie. C'est pas indépendance, c'est autonome. Voilà. Il faut que ce pilotage et la maîtrise du court terme, du quotidien, soient assurés par ceux qui travaillent au plus près du terrain, là où la valeur est créée. Donc ça, c'est un changement qui a déjà commencé. Et là, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire que ces équipes, comment développer une autonomie? Ben, c'est par le développement des compétences, par de l'animation, par du management, par des moyens. Voilà. Donc on est essentiellement là sur l'humain et sur les compétences. Être capable d'assurer son quotidien. On voit aussi apparaître des nouveaux, alors c'est encore un autre axe de vision, euh, l'entreprise de demain, on pourrait dire, alors là je jette un peu le pavé dans la mare, mais ne faire travailler les opérationnels qu'en journée, ça veut dire suppression des équipes du matin et de la nuit. Alors ça peut être bizarre de dire ça, mais aujourd'hui on voit bien que le travail de nuit c'est compliqué, et là on rejoint la qualité de vie au travail. Les jeunes générations n'aiment pas trop ces fonctions où il y a des horaires un petit peu spéciaux. Donc, une entreprise de demain, c'est elle, voilà, on travaillera, l'humain sera en journée, mais par contre, on continuera à faire travailler les équipements, les machines sur les deux autres équipes. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les investissements qu'on va faire, on veut qu'ils soient rentables, et ben donc il faut qu'ils puissent travailler en toute autonomie. Donc on parle aussi de l'autonomie des machines. Donc ça aussi, c'est un peu la révolution qui nous attend et qui a déjà commencé, parce que on trouve de plus en plus de difficultés à trouver des personnels voulant travailler en horaire décalé. Et pour faire ça, c'est tout simple, si je peux dire. Il faut que les machines et nos systèmes soient disponibles et fiables à tout moment, puisqu'ils doivent travailler tout seuls. Voilà. J'en profite pour dire qu'une des fonctions les plus en tension aujourd'hui, quand on fait le tour des industriels, notamment de notre région, ça a été la fonction maintenance. Tout le monde recherche des techniciens maintenance. C'est la denrée rare, et pas que du moment, hein, ça date déjà. Mais forcément, plus il y aura d'équipements, plus il faudra les maintenir en bon état. Il nous faudra des processus capables, on parle de capacité, c'est-à-dire qu'on va leur donner l'autonomie pour qu'ils puissent réaliser des tâches et qu'elles soient répétables. Voilà. Ils sont capables de tenir des spécifications techniques de qualité. Voilà. Il faut que les produits, ben, il faut qu'on y pense en conception, il faut qu'ils soient faciles
à produire. Donc, on parle d'indice de fabricabilité, hein. C'est un mot qui existe dans le dictionnaire. C'est-à-dire comment rendre les produits les plus simples possibles pour que des machines puissent les faire. Donc, tout ce qu'on voit sur les standardisations des matières, des composants. Voilà. Donc là aussi, on est encore en conception ou en ingénierie de produits et de processus. Et pareil pour les flux matières et d'informations, qu'ils aient ces mêmes principes, simples, fiables, rapides. Voilà. Alors, je l'ai mis là, mais c'est un concept qui a été mis en avant par Toyota il y a déjà 2 décennies. Donc, ils ont quelques longueurs d'avance sur les autres, hein. On parle d'autonomation, voilà, où il faut que ce soit autonome et automatisé. Donc, voilà, c'est un concept qui aujourd'hui revient très très fort avec les arguments qui sont mis au-dessus. Donc, les caractéristiques principales de cette fameuse usine du futur, voilà, capable de garantir la qualité, bien sûr, et la traçabilité des produits, voilà, et voire de fournir des solutions complètes avec des services. Voilà, comme tout à l'heure, je parlais des pneus. Un autre exemple aussi assez classique, c'est que les fabricants de photocopieurs, d'ailleurs depuis longtemps, hein, les Xerox et compagnie, ne vendent pas des photocopieurs, ils vendent des copies, des coûts-copies. Donc voilà, c'est aussi une façon de proposer un service plutôt qu'une solution. En réseau, donc là, effectivement, les outils de communication vont faciliter hein, le travail en réseau entre les clients et les fournisseurs. Pour capter l'information, la traiter, on verra tout à l'heure, on parle un petit peu d'intelligence artificielle, bien sûr. Tout ça aussi pour détecter les innovations possibles. Agile, voilà. Donc là, des modes de production, on parle des outils de production facilement recomposables, reconfigurables. Alors, important, parce que je pense qu'il faut aussi démystifier cette entreprise, cette usine aujourd'hui qui a encore une connotation, les usines, ça fait du bruit, c'est sale, voire ça sent pas très bon. Voilà, donc il faut aussi que l'usine du futur soit propre, silencieuse, impliquée dans ton écosystème, voilà, avoir des fournisseurs en local, etc. Tenir compte en tout cas de son côté environnemental et bien sûr économe en matières premières et en énergie. Centré sur l'humain, voilà, on a besoin de personnes, hein, effectivement, donc savoir mieux prendre en compte les attentes de ses salariés, de ses collaborateurs, pour déjà les attirer. Aujourd'hui, on en est sur le point, déjà attirons les personnes et les jeunes notamment vers l'industrie, et après, il faut les garder. Voilà. Donc c'est ça qui paraît compliqué aujourd'hui. Il y a des besoins, mais on a du mal à les remplir. Et puis se servir de tout ce qu'on va appeler technologie, hein, l'automatisation, la robotique, la cobotique, pour rendre les tâches beaucoup plus faciles à faire hein, par les hommes et les femmes, donc les rendre moins pénibles, moins répétitives, pour qu'on puisse dégager du temps, voilà, se servir des cerveaux pour être plus dans l'amélioration, l'innovation, et libérer du temps pour apprendre. On va revenir à ce fameux concept de développer les compétences, donc l'usine dans laquelle on apprend. Voilà. Donc usine innovante, performante, bien sûr, on verra qu'il faut qu'elle reste compétitive, sûre, voilà, on garantit la sécurité, l'ergonomie, attractive et compétitive. Voilà, on a quelque part les mots-clés là de cette industrie, mais on parle du futur, mais elle est déjà là, elle est déjà actuelle. Alors là, je vous ai fait un petit schéma, mais je pense que vous êtes encore plus spécialiste que moi sur la partie plutôt pédagogie. Mais dans l'entreprise, on parle de l'entreprise apprenante. Et donc, pour une activité donnée, pour une tâche donnée, voilà, il faut qu'on définisse la façon de la faire actuellement, la meilleure façon. On appelle ça le standard de travail, le mode opératoire. On va former, voilà, à ce standard et on va accompagner les opérationnels. On va les former à ce qu'ils soient capables de détecter leurs propres écarts de performance, voilà, sur ce qu'ils font, voire même, idéalement, à générer des nouvelles idées. Voilà. C'est vous qui connaissez, c'est vous qui faites ça tous les jours, vous avez peut-être des idées, et on voit ça comme gaspillage. La non prise en compte des idées du personnel est vue même comme un des principaux gaspillages dans les entreprises actuelles. Bien sûr, l'idéal, c'est de les impliquer. Donc, vous avez une idée, vous avez détecté, on va vous permettre de participer en tout cas à la mise en œuvre de la solution qui va être retenue. Vous allez la tester et la valider. Et c'est un système voilà, vertueux. On tourne comme ça. On définit, voilà, on forme, on améliore, on teste. Donc voilà ce qu'on peut appeler l'usine apprenante aujourd'hui dans la plupart des cas. Et surtout, important, quand à l'heure je disais qu'au niveau organisation, il fallait être capable de détecter et de résoudre ces problèmes,
parce qu'on part du principe que un problème, c'est un écart. On a vu un écart, et donc il faut le voir comme une opportunité d'apprendre. Donc, servons-nous de la résolution des problèmes comme des mini-moments d'apprentissage et donc d'augmenter ses compétences. Et pas un problème qui est coupable. Donc là, les managers, c'est là tout à l'heure, je parlais de le manager coach un peu, il doit être là pour aider ses collaborateurs à détecter, en tout cas de parler des problèmes, ne pas les cacher, surtout pas les cacher, et de participer à leur résolution. Donc on a des mini-moments d'apprentissage et de progrès. Alors, un petit chapitre, parce qu'on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle, et pas que dans l'industrie, hein, dans toutes les industries, dans toutes les organisations, j'ai envie de dire. Alors, j'ai fait un petit parallèle là, entre l'IA et ce que j'appelle l'IN, l'intelligence naturelle. C'est-à-dire qu'on part du principe que tous les humains, tous les hommes et les femmes qui viennent tous les jours travailler ont un cerveau, voilà, des yeux, des oreilles, une bouche pour parler. Donc, est-ce que déjà tout ça, on s'en sert bien? Donc, l'IN, c'est quoi? Ben, simplifions avant éventuellement d'automatiser si c'est pertinent, mais déjà simplifions. Le mot simplification est fort, hein. La technologie peut nous faire prendre ou nous faire tomber des pièges. Est-ce que, je dirais, automatiser un processus qui est compliqué, c'est là où on arrive à l'usine à gaz, quoi. Et qui ne sera pas fiable, notamment. Pour ces besoins avant solution, typiquement l'exemple de Michelin, effectivement l'exemple des vendeurs de machines de photocopie, c'est quoi le besoin avant de parler de la solution? Voilà. La technique, effectivement, la technologie va nous servir à sécuriser, faciliter le travail et développer l'autonomie donc du personnel. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans pas mal d'entreprises hein, depuis que je tourne, depuis 20 ans. Effectivement, on est aujourd'hui noyé d'informations et les systèmes d'information, eux, savent traiter des gigas, voire des téraoctets d'informations. Mais il ne faut pas oublier que nous, notre cerveau humain a une capacité très limitée de traitement. Donc, il faut que ces interfaces homme-machine soient les plus simples possibles. Il peut y avoir du traitement de l'information pertinent, mais ce qui va en sortir doit être capable d'être digéré par un cerveau humain. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On a tendance à dire, voilà, l'info, on la détecte, on la capte, mais maintenant, comment on la traite et comment on la digère, c'est encore une autre partie. L'intelligence naturelle, bah, c'est prendre l'idée de tous les collaborateurs de l'entreprise, même les intérimaires, ils sont là pour travailler, voilà, et pas uniquement celle des experts. Chacun, à son niveau, est un petit expert de son domaine. Et puis, voilà, plutôt quand on est sur l'ingénierie, aller chercher la solution technique minimale, c'est ce fameux juste nécessaire, voilà. Bien sûr, satisfaire le client. Et après, pourquoi pas, effectivement, avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont venir enrichir tout ça. Mais déjà, profitons déjà bien de l'intelligence naturelle. Et ce concept de comment mieux travailler tous ensemble, mais pas plus vite. C'est ça la notion aussi de l'industrie actuelle où tout semble s'accélérer. Comment peut-on faire pour quelque part ralentir un petit peu le temps, pour se poser, réfléchir, et c'est là où l'humain est puissant, normalement. Alors, les écueils qu'on peut voir et qu'il faut éviter si possible, l'usine du futur, ce n'est pas une usine sans opérateur, et ce n'est pas non plus une usine où tout est automatisé, robotisé, numérisé. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose dans la pédagogie qu'il faut qu'on fasse, parce que, voilà, et on voit aujourd'hui des cas d'ailleurs de retour en arrière. Le plus peut-être connu, c'est le fameux Elon Musk avec son usine Tesla où il a voulu une usine 100% automatisée. Ben, il est revenu un peu en arrière, quoi. Donc, elle est automatisée, certes, mais pas à 100%. Il a été obligé de remettre de l'humain à des endroits stratégiques parce que ben, les robots, les moyens peuvent tomber en panne. Et en tout cas, un robot, encore aujourd'hui, ne donne pas d'idée d'amélioration. Voilà. Mais on sait que ça, voilà, ça va arriver, ça arrive. Hein. L'IA fait d'énormes progrès. Mais voilà, l'humain, on est encore supérieur hein, sur nos capacités d'observation. On a des yeux, on a une caméra quand même super puissante et surtout d'analyse en groupe. Donc c'est ça qu'on va essayer de développer, de mettre à profit dans l'usine du futur. Voilà. Donc c'est ça, c'est comment développer l'autonomie du personnel, voilà, et on va développer. Alors c'est soit l'entreprise, alors là on pourra avoir soit des organismes de formation, mais en tout cas le développement continu parce que tout évolue vite, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Ces trois notions de savoir sont importantes. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui pour que, effectivement, tout l'aspect cognitif soit mis sur les axes de progrès, le travail collectif
la mise en œuvre des plans d'action, etc. Donc voilà un petit peu les principaux, une autre façon de définir l'usine du futur. Alors voilà, j'ai voulu après ces principes apporter plutôt des illustrations. Alors j'ai mis entreprises actuelles. Vous allez voir que les photos que je vais vous montrer sont des entreprises bien sûr que j'ai faites qui existent, hein, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on attend de comment on peut voir l'usine du futur, parce que certains y sont déjà depuis pas mal d'années. C'est ça qui est toujours amusant. On parle du futur, mais le futur a commencé il y a pas mal de temps déjà. Bon, moi, je connais pas mal des industries en Europe. Là, bon, là, on est dans l'industrie automobile, hein. Bon, on pourra même mettre le nom de la marque, hein, c'est un équipementier français. Et voilà, voilà ce que j'appelle, moi, une zone de travail qui doit être propre, sécurisée. Sur la photo de gauche, on a l'impression que c'est tout neuf, ça vient juste d'être installé. Non, ça fait 2, 3 ans, 4 ans que c'est comme ça, et ça reste comme ça tous les jours. Dans des machines qui sont très puissantes, où il y a de l'huile partout à l'intérieur. Mais voilà, comme on dit, il n'y a rien qui traîne par terre, c'est sécurisant, c'est bien rangé. Voilà, sur la partie de droite, tout est bien séparé, le flux des personnes, le flux des chariots. Voilà, voilà ce qu'on pourrait appeler une zone de production. Là, on est en production, hein. C'est des sites qui marchent en 3/8. Ça, c'est plutôt pour vous dire, et vous allez voir l'évolution d'une zone de communication. Voilà, tous les jours, sur cette usine-là, le comité de direction fait son rituel d'animation au sein même de l'usine, dans l'atelier. Donc, tout le monde peut voir. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication transparente, voilà, interne. Ils ont tous les indicateurs autour d'eux. Alors là, on a une photo qui est déjà ancienne pour moi, hein. Celle-là doit avoir une dizaine d'années. Donc, il y a beaucoup de papier. On voit pas quelques écrans télé sur le côté, là, mais pour l'instant, c'est beaucoup de papier. Ça, c'était celle d'une équipe. Voilà, une équipe de production. Une équipe, c'est entre 10 et 12 personnes. Elle a son petit tableau de bord. Ses rituels d'animation, la table où elle peut réfléchir, là, remplir des documents. Elles ont tout à leur disposition. Voilà. Là, on voit apparaître des écrans un petit peu plus. Et maintenant, voilà, tout a été numérisé. Mais c'est là où j'aborde le principe de simplifions, faisons à la main avant d'automatiser. Donc là, maintenant, voilà, il y a un écran de télévision tactile et chacun peut aller voir les indicateurs, cliquer et il y a une arborescence. Et on a l'information comme ça qui est partagée, qu'on peut avoir sur ses smartphones. Voilà, donc là, c'est la technologie au service, bien sûr, du personnel et pas l'inverse. Donc voilà un exemple de communication. Un autre exemple, voilà une entreprise de 1600 personnes là, au fin fond de la Pologne, où voilà, toute la partie gestion des expéditions est gérée sur des écrans comme ça, avec des codes couleurs. Donc il y a des notifications, quand c'est vert, tout va plutôt bien. Quand c'est orange, attention, il y a un truc qui est en train de dériver. Et quand c'est rouge, il faut voilà, qu'il y ait des gens qui réagissent. Donc on appelle ça le management visuel de la performance. Voilà une usine. Alors, pour ça que je dis usine du futur, cette photo, je l'ai prise il y a 10 ans. Voilà, donc ça veut dire que le futur est déjà en place, hein. Pareil, moi j'ai commencé à travailler dans les années 80, oui, début des années 80. Les fonctions de magasinage, de logistique, c'était pas forcément les endroits les plus où on travaillait. Non, aujourd'hui, eh ben, ça fait partie de la supply chain, hein. Voilà, un magasin de pièces détachées, voilà, propre, rangé, lumineux. C'est le même principe, voilà, sécurisé. Voilà. On fait une vraie distinction entre le passage des hommes, le passage des chariots. Il y a du marquage au sol, en l'air. Enfin, voilà. Voilà ce que c'est qu'un magasin moderne d'aujourd'hui, où tous les stocks sont à plat d'ailleurs. Il n'y a plus trop de palettiers. Et puis, ça a été pris en France. Quand on a simplifié la manutention, qu'on l'a fait faire par des humains, que tout a été simplifié, standardisé, on peut, pourquoi pas, réfléchir à comment automatiser ça. Et là, voilà, donc c'est des technologies déjà anciennes, mais ça revient à la mode de façon très très simple. Voilà, une usine entièrement gérée, en tout cas, où les flux physiques sont gérés par des chariots autoguidés. Voilà, donc ça, c'est une usine dans le nord de la France. Il y a une soixantaine de chariots comme ça qui viennent alimenter les différents postes de travail. Donc là, on est effectivement, mais ça existe depuis longtemps, la technologie, sauf que maintenant, l'application a été trouvée et elle est simple, elle est robuste, et elle n'est pas chère. Petit point juste de vocabulaire sur la robotique ou la cobotique. Là, j'ai pris une photo dans une usine de la Sarthe. Alors là, on est dans la charcuterie industrielle. C'est une belle usine à Conneré là, qui fait elle fait des boudins. Voilà, donc là, on voit des barquettes de boudins, on ne les voit pas, et les robots, là, les robots jaunes, ils mettent les barquettes dans des cartons. Voilà.
pour les livrer chez les distributeurs. Donc le robot, c'est une fonction il assure une opération complète, en toute autonomie. Il assemble, il visse, il soude. Là, il met en colis les barquettes. Ça, c'est un robot. La différence avec le Kobo, le robot collaboratif, c'est que lui, il assiste, il participe quelque part, il soulage l'humain des parties un peu pénibles. Voilà, là, typiquement, il porte la charge, mais l'humain vient faire la partie de précision. Mais ça veut dire que le Kobo, lui, est capable de travailler dans la même zone de travail. Donc là, tout ce qui est sécurité est forcément renforcé. Il va moins vite, hein, bien sûr. Voilà, la différence entre le robot et le Kobo, elle se trouve là. Donc ça aussi, il y en aura de plus en plus pour soulager, hein, la partie ergonomique. Et là aussi. Un autre exemple, voilà, quand on a besoin sur un poste de travail de souvent se relever, s'asseoir, se relever, s'asseoir, des postures qui peuvent être fatigantes à la longue, bon bah là, le siège, il est sur nous, quoi, voilà. Donc on est assis debout, on peut l'être en permanence parce que le siège fait partie de notre environnement. Ou quand on est en logistique, voilà, permettre aussi de soulager. On le voit de plus en plus hein, maintenant hein, dans les gros entrepôts. Voilà. Ce sont plus les épaules qui portent, c'est plutôt le bassin. Voilà. En tout cas, ça limite les efforts sur les membres supérieurs. Pareil, dans les magasins, on voit des drones faire des inventaires. Voilà. Maintenant, un drone est capable de passer pendant la nuit, généralement, quand il n'y a personne. Ben, il fait le tour de tous les palettiers. Il est capable d'aller lire les étiquettes qu'il y a dans chacun des conteneurs ou des palettiers et il fait un inventaire périodique tous les jours. Voilà, une application de drone en gestion de magasin. Voilà. Donc, on voit par ces quelques exemples que on voit différentes briques hein, technologiques qui s'imbriquent, hein, des briques d'organisation. Et donc, pour en revenir aux compétences, notamment, en tout cas, ce qui me concerne, c'est plutôt dans l'encadrement intermédiaire. Les entreprises fondées nous disent qu'elles n'ont pas trop de mal à trouver des ingénieurs, même s'il y a des niveaux très différents, mais ce n'est pas sur ça qu'elles ont des gros soucis. Pour l'instant, le gros manque, il est sur les techniciens et ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, hein, les bacs plus 2, les bacs plus 3. Ça, c'est intéressant, je trouve, à vous montrer. On a fait ce sondage pas plus tard qu'en juillet dernier. On a été voir des industriels des Pays de la Loire. On a été les visiter et on leur a demandé, à travers cette petite grille là, qui a 12 thématiques, de répartir 100 points sur comment ils voient, eux, leurs besoins en compétences, à la fois actuellement et dans les années à venir. Donc, ils avaient 100 points à répartir pour leur permettre justement de pondérer, de ne pas mettre des croix dans toutes les cases. Et on leur a dit, ben, dès que vous mettrez des points sur une thématique, dites-nous si c'est plutôt en baisse, on fera x1 sur le nombre de points. Si c'est stable, x2. Et si c'est en forte croissance dans ce que vous imaginez pour les années à venir, on fait un x4. Donc, ça, c'est une pondération un petit peu des besoins actuels en les projetant dans le futur. Alors, pas surpris de la première ligne. On sent effectivement un besoin sur ces populations de compétences en automatisme et en robotisation. D'accord. Par contre, les deux autres, j'étais un peu surpris. Je m'en doutais, mais ça arrive en deuxième position, la cybersécurité. Donc, au niveau industriel, les gens nous disent on a besoin de techniciens capables de comprendre les enjeux de la cybersécurité parce qu'on va être doté de capteurs, on est en réseau, on est dans le cloud, voilà. Donc, on a besoin de ça. Et en 3, énergie et fluide. Parce que forcément, il faut qu'on conçoive et qu'on évite de gaspiller de l'énergie et des fluides. Donc, vous voyez, le top 3, il est là. Alors après vient effectivement l'informatique industrielle, la supervision, l'ergonomie sécurité, hein, qui arrive quand même encore en bonne position. Et puis après, voilà. Mais voilà, la tête de Pareto est intéressante. Là, voilà. Cybersécurité, énergie et fluide arrivent en 2e et 3e position. Donc des compétences qu'il faut développer et dont les industriels ont besoin déjà aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, les domaines de compétences de l'industrie du futur, ben, on va devoir concevoir et mettre en œuvre des nouveaux moyens de production. Alors, je les ai appelés 4.0, effectivement, dans l'air du temps. Donc, partie conception mise en œuvre. Il faut industrialiser et optimiser les processus industriels. Donc, il nous faut des compétences pour optimiser la façon de produire, voilà, de produire ou de déplacer, de manutentionner des produits. Et il nous faut effectivement voilà, entre deux machines, entre deux postes de travail, il y a des flux, à la fois matière et d'information. Il faut aussi être capable de les concevoir et de les piloter. Là, on a pour moi les trois grandes thématiques de l'industrie actuelle et future, bien sûr.
Non, juste pour rebondir sur ce qu'on est en train de faire en Pays de la Loire, les projets, là je vous ai mis un peu le schéma d'une entreprise classique avec là en haut les fonctions un peu centrales, en bas la partie opérative, production, entre un magasin et jusqu'à l'expédition. Voilà, on a ce qu'on pourrait appeler la direction de production, on a des fonctions support, qualité, logistique, on a des fonctions de plus en plus transversales qu'on appelle supply chain. On pourrait appeler, voilà, quand on voit des fonctions de direction des opérations, direction industrielle, ce sont des fonctions qui chapeautent vraiment toute cette partie-là. Donc, on est en train de travailler, nous, sur un bachelor en ingénierie, usine du futur, donc qui va plutôt être, vous voyez, dans ces parties-là. Voilà. Donc là, c'est 3 années pour monter des compétences en ingénierie, capable de concevoir et de maintenir des systèmes de production. On est parti aussi sur un titre pro de technicien supérieur méthode produit process. Donc là, voilà, des gens qui vont être capables d'optimiser, d'analyser, d'optimiser ce qui se passe sur le terrain. Et puis pour les flux, voilà, un technicien aussi supérieur en méthode et exploitation logistique qui va plutôt être là sur la partie physique et aussi informatique des flux. Donc voilà si on pouvait faire le lien, je voulais terminer sur le lien entre les besoins et puis les projets que l'on est en train de lancer sur à la fois la Mayenne et sur le Maine-et-Loire. Alors, je terminerai par une autre définition qui me va bien aussi. Quand on dit, alors je mets l'entreprise au sens large, c'est pas que l'industrie, mais l'entreprise du futur, quelque part, c'est celle qui sera encore présente dans le futur. C'est peut-être tout bête à dire, mais c'est pas parce qu'elle va être super automatisée que dans 10 ans, elle sera encore là. Donc, je vais insister que ce ne sera pas que de la technologie. Voilà, elle sera là. Et donc, une entreprise qui va être capable de satisfaire durablement, c'est ça qui est important, 3 grandes entités. Il faut bien sûr que les clients s'y retrouvent, donc il faut satisfaire ses clients. En général, on ne les oublie pas. Il faut que l'entreprise et l'environnement soient aussi satisfaits, mais sur l'entreprise pour qu'elle continue d'être compétitive et puis de continuer d'investir, hein, de payer les salaires. Voilà, et l'environnement, important. Et puis, il faut que le personnel s'y retrouve aussi pour l'attirer, le fidéliser, etc. Donc voilà un petit peu l'équation qui n'est pas simple, hein. Je l'ai mis sur une balance parce que l'équilibre est assez instable. Il faut bien travailler, chaque action doit être capable d'adresser ces 3 niveaux de satisfaction. Voilà, si on veut durablement être présent dans le futur.